je résume un peu sous votre contrôle. Aujourd'hui, après 15 ans de collaboration entre 35 nations, on est bien d'accord, Oui. 35 nations, eh bien, chaque nation participante a réussi à livrer les composants qu'elle était chargée de fabriquer dans la Chine. Donc, toutes ces pièces-là, tous ces composants sont enfin arrivés en France. Pas encore. Ah bon, pas encore. Pas encore tout. Parce que, puisqu'on parle d'assemblage, oui, c'est-à-dire que la France, elle est là pour assembler. Dans les premières pièces, pour démarrer l'assemblage, on peut démarrer. Mais il y en a d'autres qui doivent encore arriver. Parce que le composant principal fabriqué par la Chine est là, c'est bien ça? Oui, mais oui, c'est que la première, il y en a encore 5 autres. Mais il faut attendre combien d'années pour que toutes ces pièces composantes... Le calendrier entre guillemets objectif, oui. c'est qu'en 2025, l'ITER fait son premier plasma. 2025. ITER commence, si j'ai bien compris, à produire de l'énergie. Non, il fait un plasma. Ah, il fait un plasma. Parce qu'un plasma, c'est un état particulier de la matière et on essaye de le mettre dans certaines conditions pour pouvoir provoquer des réactions de fusion. Mais je dirais il y a beaucoup de choses à valider en cours de route. On commencera effectivement à faire des opérations de fusion deutérium-tritium. Pour l'instant, c'est programmé pour 2035. 2035. Oui. Oula. Et ça, c'est le calendrier objectif. C'est le moment où on va tenter que l'énergie qui va sortir sera supérieure à l'énergie qu'on met dedans. C'est ça. C'est à partir de 2035. C'est à ce moment-là qu'on va... Si on respecte le calendrier officiel. Ouais, encore faut-il... Il faut comprendre que ITER est un objet d'étude, c'est-à-dire que pourquoi il est si gros en réalité? Parce qu'il est bourré d'appareils de mesure, de capteurs qui n'existeraient pas dans un appareil industriel en fait. Donc il faut vraiment, je dirais, tester tous les détails. Donc ça se fait pas en 5 minutes. En fait, si j'ai bien compris, là, en matière nucléaire, on est en train d'expérimenter une technique de rupture, en fait. Oui, c'est complètement différent. Oui. On n'en parle pas assez, très franchement. Je sais pas, parce que quand Hollande il est arrivé au pouvoir, il a déclaré qu'il allait arrêter 50% des réacteurs nucléaires, des choses comme ça, tandis que l'Allemagne a déjà arrêté certains réacteurs. On se dit, dans ce cas-là, est-ce qu'il y aura suffisamment d'énergie renouvelable pour justement répondre aux besoins de l'humanité? Mais là, le projet ITER, c'est un grand espoir, en quelque sorte. Non, la question c'est que nous vivons... Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre? Non, la question c'est que nous vivons sous une dictature du pétrole. Il y a des gens qui ont mis énormément d'argent dans le pétrole et qui veulent nous faire consommer jusqu'à la dernière goutte du pétrole sur Terre. Donc pour eux, ils veulent diaboliser le nucléaire. La fusion, ils disent, ça fait 50 ans qu'on dit tous les jours qu'il faut 50 ans pour y arriver. Et donc... c'est pour ça qu'il n'y a pas d'information, c'est parce qu'il y a une campagne de propagande pour dévaloriser. Vous voyez, la politique n'est jamais très loin. Et pour rendre les gens pessimistes, parce que une fois que vous dites que l'énergie, elle sera abondante, sans déchets et moins polluante et quasiment gratuite, vous imaginez tout ce qu'on peut faire. On peut développer toute l'Afrique, on peut développer l'Amérique du Sud, on peut dessaler l'eau de mer, garantir que les gens puissent avoir de l'accès. Donc le potentiel de changement des conditions, ça met en cause un ordre établi qui fait on dit on ne peut pas arrêter le progrès, c'est pas vrai. Il y a des gens qui ont arrêté le progrès et ils continuent à arrêter le progrès parce que potentiellement ces solutions sont là. Et il y a une espèce d'oligarchie, il y a une poignée de gens qui tiennent le pouvoir, qui tiennent les privilèges, et que ce qu'ils n'acceptent pas, c'est les conséquences sociologiques et politiques du progrès. Ils veulent un peu de progrès pour eux, pour avoir la 5G, avoir des choses pas très tristes à la télévision, ça ils veulent. Mais
le progrès pour l'ensemble de la population mondiale. Une fois que la population est éduquée, formée, vous devez partager le pouvoir avec ces populations. Donc pour eux, pour cette oligarchie, le progrès, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi parce que ça remet en cause leurs privilèges. Il n'empêche que, malgré, on va dire, les obstacles venant de la part de l'oligarchie pétrolière, ce projet a bien avancé. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, la Chine a livré donc, le composant le plus important en attendant que d'autres composants fabriqués par d'autres pays arrivent. Vous voyez ? Oui. Ça n'a pas empêché ce projet de Oui. se poursuivre. Et Et c'est soutenu par les États, hein. On est bien d'accord. Là, c'est un projet public et gouvernemental, non? Oui, bien sûr. Un petit peu. Il y a une bataille culturelle aussi. C'est-à-dire qu'on est dans une société où les gens sont devenus très pessimistes en Occident, en fait. Si vous dites à un écologiste antinucléaire, les problèmes que vous soulevez à propos des déchets de la fission, on peut les résoudre à partir de la fusion. Et l'écologiste vous répondra presque comme par réflexe conditionné, oui, mais heureusement, on n'arrivera jamais à faire la fusion. Beaucoup de gens pensent comme ça en France. C'est ça qui est terrible. Alors, tout le monde ne pense pas comme ça, effectivement. Il y a des scientifiques, heureusement. Et je crois que c'est ça, effectivement, l'aspect le plus important de ITER. C'est quelque part, l'optimisme, c'est contagieux. Et là, on a quand même des scientifiques du monde entier qui ont l'occasion de prendre un grand bol d'oxygène en voyant, disons, ce qui nous arrive d'autres pays, en fait. Alors maintenant, je reviens sur le point qu'on a évoqué tout à l'heure. Il s'agit du traité de 2006, réunissant 35 nations. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Et si j'ai bien compris, c'était à l'initiative des Américains et des Russes. C'est un peu... Je simplifie c'est trop un les peu... choses. Ouais. Non, disons, il y a eu beaucoup disons, ça a été un processus d'ensemble. Le début, effectivement, ça a été surtout en fait, en 1985, le président Mitterrand a reçu Gorbatchev en France. Gorbatchev était à l'université, il avait un ami qui s'appelle Velikov, Eugène Velikov, un physicien russe, qui est le père d'un des grands scientifiques, justement, des tokamaks. Et donc, Gorbatchev a fait le droit, Velikov a fait la physique. Mais Velikov savait que la Russie, pour progresser, elle devait s'ouvrir. Elle ne pouvait pas avancer tout seul avec son tokamak dans son coin. Elle devait pouvoir gagner la participation des autres pays. Donc Velikov a vu qu'il y avait cette tension qui montait autour des questions militaires. Il a dit, tiens, peut-être on peut mettre dans le paquet un accord entre Russes et Américains pour développer la fusion thermonucléaire ensemble. Donc quand il y a le sommet de Genève en 1986, et Genève aussi, la ville où il y a le siège européen de l'ONU, où il y a eu la conférence sur les atomes pour la paix à l'époque d'Eisenhower. Donc il y a eu à Genève, dans les délégations, quand Gorbatchev et Reagan se sont rencontrés à Genève en 1986, dans les délégations, il y avait des scientifiques russes et américains. Et ils ont dit, peut-être la paix, c'est pas juste avoir des armes, la paix, c'est aussi la coopération internationale. Et la fusion, scientifique, vu l'intérêt pour l'humanité tout entière d'avoir cette énergie précieuse, en fait, Reagan a donné son accord pour une coopération multilatérale la plus ouverte possible autour de la fusion thermonucléaire. Après, il est rentré à la maison et au Conseil national de sécurité, en fait, personne n'était d'accord. C'était une énorme bataille donc, à Washington. Il y a eu des engueulades. J'ai un récit d'un scientifique. Les points de friction, c'était quoi? C'est Charles Newstead, qui était le grand scientifique attaché au département d'État américain, qui dit « J'ai eu une discussion dans la salle de guerre sur la fusion sur ITER, et j'ai gagné le débat parce qu'à la fin, j'ai dit « Ici, dans la pièce, il n'y en a qu'un seul qui a un doctorat de physique, c'est moi. » D'accord ?
parce que les Américains, ils étaient encore dans l'esprit. C'est l'époque où Reagan disait que la Russie, c'était l'empire du mal. Vous vous rappelez? L'empire du mal. Donc, c'était vu, Reagan allait être vu comme quelqu'un qui va donner les secrets de la guerre des étoiles, vont être donnés aux soviétiques, aux méchants communistes, parce que c'est une coopération civile autour de toutes les technologies qui impliquent, parce que la fusion, ça veut dire étudier aussi les rayonnements, ça veut dire les ondes, donc il y a des domaines qui sont duals, qui sont et militaires et civils. Donc on prenait un risque. Mais ça veut dire que pour gagner la paix, il faut prendre un risque de travailler avec les autres. Et donc, cette bataille, finalement, à l'époque aussi, nous-mêmes, on était avec nos amis de M. Larouche, Lyndon Larouche aux États-Unis, qui a joué un rôle pour convaincre les Américains et les Russes de se retrouver autour de cette coopération pacifique, parce que les armes antimissiles, on en a fait une caricature avec la guerre des étoiles, en fait, c'est que chaque pays peut avoir un bouclier contre les missiles. C'est de redonner donc l'avantage à la défense. Ce n'était pas vu comme une arme. Maintenant, si un pays le développe tout seul, ça peut être un casus belli. D'où le danger, en fait. D'où le Peut-être danger. le seul danger du projet ITER, c'est ça. Oui. Puisqu'il ne risque pas d'exploser, il n'y a pas de déchets radioactifs, non? Je crois que les retombées militaires ne sont pas immédiates avec un projet comme ça, quand même. Parce que là, on va étudier la fusion contrôlée, mais en fait, la fusion, il n'y a pas que le Soleil, on sait la faire puisqu'on fait les bombes H. Donc, voilà. Là, on a eu l'arme avant d'avoir le réacteur. Donc, en tout cas, ça a pris, en 88, donc 2 ans après Genève, ils ont fait les premières activités pour la conception de la machine. Entre 92 et 98, c'est des ingénieurs qui ont rempli la chose. Après, en 98, les États-Unis ont quitté déjà la coopération en disant que c'était incertain, ruineux. Mais bon, si vous êtes dans la science, c'est toujours incertain quand vous êtes dans la recherche scientifique. Vous savez, Benjamin Franklin disait la science, c'est comme l'enfant qui vient de naître. Ça pleure, ça fait ses besoins dans son lit, ça fait du bruit. Mais potentiellement, c'est un génie. Mais il faut avoir la patience de les développer. C'est ça. Et en plus, il disait que c'était ruineux. Donc après, les Américains sont partis. Donc du coup, c'était du financement en moins. Du coup, il a fallu refaire toutes les études pour essayer de faire la même chose le mieux possible, mais avec moins d'argent. Parce que s'il y a un partenaire qui quitte, il ne finance plus. À l'époque, il y avait 3 parties. Les Américains, les Russes Japonais, et les Européens. Ah, les Japonais. Voilà. Les Japonais, les Américains, les Russes et les Européens. 4 parties. Il n'y avait que 4 parties. Ouais, les Américains, ils ont déclaré forfait et il ne restait plus que 3 parties. Voilà. Et donc, tout ça, ça a fini finalement. Donc, en 2004, il y a eu pendant 2 ans, pendant 18 mois, il y a eu la bataille pour savoir où on va mettre le siège. Parce que le Japon voulait payer 50% du budget. Donc, du coup, ils disaient, ouais, mais à ce moment, il faut mettre tout chez nous. Etc. Il y a eu des histoires. Siège, vous voulez dire le site d'assemblage? Oui, le site d'assemblage. Par exemple, aujourd'hui, vous avez un des directeurs de ITER, en fait, c'est un Espagnol. Et la société qui construit Fusion for Energy, qui construit donc en Europe ITER, en fait, son siège est en Espagne. Parce qu'il y a eu... c'est la politique qui... Donc finalement, Jacques Chirac s'est mené comme un diable, mais aussi dans la mesure que la France était quand même un pays qui avait un programme nucléaire conséquent, des capacités de recherche, avec le CEA, avec Cadarache qui existait déjà, il y avait déjà Torsupra, etc., et le réacteur, le tokamak de Fontenay-aux-Roses. Donc tout cela, en plus la France a accepté par exemple de payer à la fin tous les frais, parce qu'une fois que la machine aura fonctionné, il va falloir démanteler tout. Donc il y a toutes sortes d'accords, tel un accepte, on échange, l'autre finance, etc.
vrai casse-tête ça a fini Chine. donc en 2006. Voilà. Donc une fois que la Chine et la Corée et l'Inde se sont rejoints à la chose, ce qui était très important parce que ça a équilibré en fait les rapports de force. Parce que Entre les pays du Sud et les pays du Nord. Oui, par exemple, sorte. au début, les Américains soutenaient le Japon contre la France. Donc ça a été le fait que l'Inde et la Chine viennent, ça a rééquilibré et ça a été favorable à la France aussi. En effet, surtout avec l'arrivée de la Chine. Pour amener donc la chose en France. C'est donc dans ces conditions que le traité a été signé, enfin, en 2006, n'est-ce pas? Et ils ont choisi la France comme, on va dire, comme étant le site d'assemblage. Ouais. Alors, en fait, le président sud-coréen, il a dit, c'est le plus grand projet scientifique de l'histoire de l'humanité. C'est une grande première, en fait. Oui, c'est un programme qui implique une coopération gigantesque, d'une part, et d'autre part, par rapport aux promesses que ce projet porte en lui, c'est-à-dire une énergie abondante pour l'humanité dans son ensemble. Une énergie abondante, vous dites, ça veut dire qu'on n'utilisera plus du tout le pétrole. Toute ressource d'énergie, à un moment donné, est dépassée par quelque chose de supérieur. Moi, je ne pense pas que la fusion soit l'énergie ultime. Je pense qu'il n'y aura pas d'énergie ultime, mais ça, nous ne le verrons pas de notre vivant. Mais à l'heure actuelle, effectivement, si vous pensez que l'idée de progrès, c'est d'avoir des densités d'énergie de plus en plus importantes, la fusion est la plus prometteuse de ce point de vue-là. D'ici là... Parce que par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup des voitures à hydrogène. D'accord? Mais aujourd'hui, cet hydrogène, on le produit avec du pétrole, en fait. Donc maintenant, grâce à la fusion ou grâce à des centrales nucléaires de haute température, en fait, on peut avoir suffisamment d'électricité pour rendre l'électrolyse, avoir littéralement l'hydrogène qu'on sort de l'eau pour les voitures. Au lieu de le récupérer dans le pétrole, on va le récupérer dans l'eau. Parce qu'on aura une abondance d'énergie, bon marché, bon marché avec une très bonne densité, de plus que la température est élevée, plus qu'elle peut fournir du travail. Et donc, les voitures, on pourra vraiment faire du transport avec des voitures sur la base d'hydrogène. Aujourd'hui, on est en pleine contradiction avec les Allemands et les Français qui disent « on va faire des voitures à hydrogène, mais on va arrêter le nucléaire ». Ça ne marche pas. C'est un contresens. Parce que pour avoir l'hydrogène dans des conditions moins polluantes, effectivement, il faut avoir le nucléaire. Parce que là, donc le nucléaire, c'est l'énergie qui va, ça va révolutionner tous les autres modes de production. C'est pas juste une énergie, c'est une révolution, c'est une série de révolutions potentielles pour les autres modes de production. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'à terme, on n'aura plus besoin du pétrole, on l'a dit tout à l'heure, on n'aura plus besoin d'autres énergies, déjà les énergies fossiles, on n'en aura plus besoin. Le charbon, fini. Vous savez, aujourd'hui, le bois, fini. Fini. On le brûle plus, on fait des meubles. Le pétrole, ça va être pareil. Le charbon, le pétrole, on va l'utiliser pour des médicaments, pour faire des plastiques. Ils auront d'autres utilités. Oui. C'est-à-dire que mais qu'en est-il ? De notre côté, la prospection elle-même sera changée parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'objets que l'on jette. Les ordinateurs, ils contiennent des métaux rares, les panneaux solaires, les éoliennes. Donc, ils contiennent des éléments qu'on appelle les métaux rares. Les terres rares, vous voulez dire, aussi. Ou les métaux rares. Les deux. Ouais. En tout cas, ce sont des éléments qui nécessitent des activités minières extrêmement sales, tellement sales qu'il y a 40 ans, les Européens s'en sont débarrassés en disant les Chinois feront le sale boulot. C'est ce qui s'est passé. Ça se passe pas comme ça. C'était la manière de penser
Ça ne va pas durer. Ça va pas durer. Non, effectivement. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez ce dont je parlais tout à l'heure, la torche à fusion, pourquoi effectivement avoir des activités minières extrêmement sales dans la mesure où on peut recycler? Aujourd'hui, les ordinateurs usagés, on les balance, je ne sais pas trop, en Afrique ou ailleurs en fait. Parce que c'est impossible de récupérer les éléments rares là-dessus, ça coûte beaucoup moins cher de continuer des activités minières. En effet. Donc si vous modernisez, vous révolutionnez votre forme d'énergie, en fait, vous allez redéfinir les ressources. C'est ça. Vous créez des nouvelles ressources qui aujourd'hui... Sans des déchets. Sans les déchets. Non, sans des déchets. Sans. Ce que vous considérez comme un déchet aujourd'hui, ça peut être considéré comme une ressource dans un ordre économique supérieur. On pourrait dire Quelle révolution. L'histoire de l'humanité, c'est transformer les déchets en ressources. Très intéressant, Vous savez, en effet. Quelle perspective encourageante, hein? Ouais. Ça a commencé avec l'agriculture, quand on s'est rendu compte que les excréments pouvaient aider à cultiver. Alors, une question plutôt d'ordre géopolitique, hein. Alors, comment ce projet international pourra-t-il se poursuivre, ou peut-il se poursuivre dans un contexte de forte tension entre les États-Unis et la Chine, et aussi dans un contexte de Brexit? Alors, parce que quand le projet a été lancé, l'Angleterre était dedans, hein. C'était pas encore le Brexit, hein. Je vais commencer la réponse par la deuxième partie. C'est que, effectivement, donc, si dans le cas du Brexit, l'Angleterre, le Royaume-Uni quitte Euratom, qui est l'agence européenne de nucléaire, mais Boris Johnson, qui lui-même a lancé un projet pour la fusion en Angleterre, hein. Donc l'Angleterre, ils ont eu le jet à Culham dans les années 70, qui était un tokamak, et là ils ont un autre concept aussi de fusion. Mais Boris Johnson a dit qu'ils veulent refaire et maintenir tous les contrats avec ITER, ce qui sera important, et pour eux et pour le reste du monde. Donc ils veulent refaire les accords un par an pour jouer le rôle le mieux possible pour ITER. Donc ce qui montre qu'il faut rester optimiste. Moi je pense qu'il faut absolument rester optimiste et penser que dans le cadre, normalement vous avez vu que le président Poutine a demandé de la réunion de ce qu'on appelle le P5, c'est-à-dire les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, qui pourraient même se réunir aussitôt que septembre. Donc c'est la Russie, c'est la Chine, c'est le Royaume-Uni, la France et les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on est en plein... comment dire? On a une guerre froide qui devient de plus en plus chaude, parce que tous les traités de contrôle des armements, sur les missiles à portée intermédiaire, sur les accords START, etc., tout cela, ce n'est pas renouvelé. Et les accords START, si ce n'est pas renouvelé en février 2021, il n'y a plus de limite à la course à l'armement dans tous les sens. Donc c'est une situation extrêmement dangereuse où on augmente le danger que par accident même, on est en train de créer les conditions où c'est comme la sécheresse dans le sud de la France. Après, vous jetez votre mégot par la fenêtre et la forêt part en feu. Donc le danger est beaucoup plus grand aujourd'hui que par le passé. Donc nous avons, avec l'Institut Schiller, avec toutes les personnes qui nous pouvons atteindre, nous sommes en train de dire cette réunion du P5 en septembre doit mettre sur la table, on doit inscrire à l'agenda de cette rencontre, c'est même mieux que ce soit une rencontre au sommet, sans les conseillers, juste les chefs d'État, et qui se mettent d'accord sur 4 grandes questions. 1, coopération de la crise sanitaire. C'est pas parce que c'est mal géré aux États-Unis que tout est la faute de la Chine au niveau du Covid. Donc ça, il faut arrêter. On ne peut pas chacun essayer de faire un vaccin dans tous les sens et non pas respecter les conditions de sécurité pour que ça puisse réellement marcher. Donc ça, c'est la première coopération. Deuxième coopération, les nouvelles routes de la soie terrestres et maritimes.
parce que le transport, il faut que ça continue à fonctionner. Vous voulez qu'il y ait dire des par là échanges. que l'initiative chinoise, les nouvelles routes de la soie, Oui, peut contribuer justement Absolument. à la réussite de ce projet. hein. exactement. Ça, c'est une deuxième Oui. précondition. Et troisième condition, on peut imaginer une coopération beaucoup plus renforcée sur ces questions de l'énergie et de la fusion, un peu comme Reagan-Gorbatchev à l'époque, et dire, voilà, on n'est peut-être pas d'accord sur tout, mais il y a des domaines, pour le bien commun de l'humanité, il y a un proverbe africain qui dit, si vous voulez aller vite, allez seul. Si vous voulez aller loin, allez avec les autres. Aujourd'hui, c'est pareil. Donc il faut convaincre les partenaires du P5, et la France peut jouer. Je crois que le président Macron et son déplacement au Liban ont démontré qu'il a une certaine conscience qu'on a une situation extrêmement dangereuse pour la paix mondiale, dans tous les sens. Alors après, on peut discuter s'il applique les bonnes solutions ou pas. Ça, c'est un autre débat. Mais il y a une certaine conscience dans disons, l'appareil de l'État français. Il y a une certaine conscience que la France peut être un médiateur, un inspirateur, un intermédiaire pour que les grands pays puissent réellement se retrouver autour d'un projet positif permettant de calmer les tensions, la détente, l'entente et la coopération. Comment ramener ça, c'est tout le message que Jacques Cheminade a toujours porté, mais qui là, ça devient extrêmement important qu'au moment du P5, qu'on met ces choses-là ensemble, bien sûr avec la question du système financier. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir très bien demain une explosion du système bancaire européen avec la faillite de Deutsche Bank. Donc c'est une situation extrêmement... on danse sur les volcans, on met des masques, mais on danse quand même sur le volcan. Et tous ces problèmes, ce sont des problèmes qui sont tellement importants que si vous les mettez sur le tapis, demain le tapis il vous colle au plafond, parce que tout d'un coup, c'est des problèmes qui sont trop importants pour ne pas être traités. Mais si on veut avoir les nouvelles routes de la soie, si on veut avoir un programme de coopération mutuelle pour créer des systèmes de santé dans tous les pays, on aura besoin d'énergie. Et si la fusion, et si toute la recherche... Parce que par exemple, j'ai vu que pour ITER, ils ont développé des câbles dans des nouveaux matériaux. Parce que le cuivre, en fait, il n'est pas assez stable, il fond même. Donc ils ont fait des câbles en niobium éteint, qui peut transmettre des volumes d'énergie beaucoup plus élevés. C'est du métaux rare, non? Oui, c'est extrêmement cher. C'est très rare qu'on utilise ça dans des grands projets. Mais par exemple, ces câbles, on les utilise dans les résonances magnétiques pour la santé. C'est-à-dire que, parce que ITER, c'est aussi une révolution dans les matériaux. Parce que vous imaginez contenir un processus qui fait 10 fois la température du Soleil. Donc il y a toute une innovation dans les matériaux qui a des retombées dans tous les autres domaines. Et là, c'était frappant parce que ces câbles dans les nouveaux matériaux, c'est utilisé pour les machines à résonance magnétique, les IRM, dans les hôpitaux. En fait. Donc, mais il va falloir que les gens de bonne volonté de tous les pays se mobilisent pour dire à leur chef d'État, faites ce P5 et là, soyons, pour une fois, soyez au rendez-vous de l'histoire, parce qu'il y a les grands enjeux. C'est pas de chacun pour soi, c'est vraiment d'avoir cette coopération dans ces domaines. Alors, pour finir, donc, d'ici 2050, voire un peu plus tard, on pourra enfin utiliser l'énergie nucléaire sortie du projet ITER, alors. Peut-être. C'est pas du tout d'actualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pose des jalons, n'est-ce pas? On pose les jalons, on est encore à l'étape expérimentale. Oui, mais comment dire, c'est toujours un problème de fixer un calendrier rigide quand il y a des mais grosso modo, quand même, on peut
se projeter. Non, je dirais... Il y a un facteur subjectif dans la découverte scientifique, en fait, et c'est pour ça que justement j'ai écrit ce livre sur les principes non mathématiques de la science, qui est un livre... Qu'est-ce que c'est? C'est un livre d'histoire des sciences et d'épistémologie. Ouais, vous pouvez nous le montrer, Oui, là. C'est à la fois grand public et c'est à la fois un peu destiné aux chercheurs, parce que disons, une découverte scientifique, ça a l'air d'arriver comme ça magiquement. Mais en réalité, même si vous ne pouvez pas déterminer que vous allez faire une découverte, vous pouvez créer l'environnement social et culturel qui va favoriser la créativité de la société. Le cas le plus typique, c'est en 61, Kennedy annonce à ses conseillers scientifiques et économiques, dans 10 ans, on met un homme sur la Lune. La conversation a été enregistrée. Vous vous rendez compte que les experts en scientifiques ont dit, Monsieur le Président, on ne peut pas, on n'a pas les moyens, on n'a pas les connaissances. C'est vrai qu'on ne les avait pas. Et puis les économistes ont dit, on n'a pas l'argent. Ça, c'est toujours... c'est le rôle des comptables de dire qu'on n'a pas les moyens. Mais voilà, bon, une fois que Kennedy a écouté ces gens-là, il a compris qu'en tant que chef d'État, il devait exprimer un certain leadership qui change la manière de penser des gens, y compris des savants, en fait. Donc, oui, formellement, le calendrier dit pas avant de la seconde moitié du 21e siècle. Oui. Mais ceci dit, est-ce qu'on ne va pas faire des découvertes, disons, dans des domaines autres? Pour la fusion thermonucléaire, il y a plusieurs pistes qui sont envisageables. La fusion qui est étudiée à ITER, c'est la fusion par confinement magnétique. Il y a d'autres processus qui sont étudiés en même temps. Il y a la fusion par laser qu'on étudie un peu à Bordeaux, au laser mégajoule par exemple. Il y a la machine Z. Donc pour moi, il faut créer un environnement, je dirais, d'émulation et d'optimisme. Et il faut surtout que des chercheurs qui ont une approche différente soient sans arrêt en dialogue avec eux. C'est ça l'intérêt de ITER, c'est que là vous avez des gens qui viennent de tous les horizons. Et de ce point de vue-là, vous voyez, je crois qu'il y a quelqu'un qui résume bien les choses, et j'en parle dans mon livre, c'est Einstein. Il dit à propos de la science, la chose la plus importante, c'est pas le savoir, c'est l'imagination. C'est-à-dire que le savoir, c'est le savoir du passé. Et aujourd'hui, la plupart des gens pensent que la science, c'est ce que la science a parlé, c'est ce que l'on connaît. Mais non, la science, c'est justement, se trouve là où, qu'est-ce qu'on fait face à ce qu'on ne connaît pas encore, en fait. Et là, comment peut-on alimenter l'imagination des savants et l'imagination de la société pour avancer plus vite? Alors, j'adore ce dicton de Confucius qui dit l'expérience, c'est une lanterne qui vous éclaire le dos, mais ça ne vous éclaire pas le chemin devant vous. Vous voyez ? Ça aide à y voir un peu plus clair, un petit peu quand même. Et l'autre chose que je voudrais rajouter à ce que dit Pierre, c'est que le problème d'ITER, c'est qu'il n'y en a qu'un seul. C'est-à-dire qu'il en faudrait 50 ITER dans tous les pays du monde. C'est-à-dire un grand projet de cette nature qui va mobiliser tout le génie, toute l'innovation, toute la science, tout le savoir-faire. Là, le drame, c'est qu'il n'y en a qu'un seul, en fait. Oui, mais pour avoir ce solitaire, déjà, il a fallu combien d'années? Et oui. On n'a pas encore fini. Hein. Mais c'est le problème, justement. Bah, justement. Oui, c'est bien. Et ce que j'ai remarqué, c'est que malgré tout, la fusion, le nucléaire de fusion que symbolise le projet ITER se poursuit parallèlement avec le nucléaire de fission. C'est ça qui est
qui est étonnant quand même. Ça veut dire que d'un côté, en fait, la France et les autres pays là, qui sont déjà matures en matière de développement du nucléaire, grâce aux réacteurs, nucléaires classiques, eh bien, on laisse quand même les scientifiques poursuivre leur projet sur l'ITER. C'est ça qui est étonnant quand même. C'est comme ça que devrait fonctionner la société. Ouais. Vous expérimentez plusieurs choses. C'est ça, c'est ça. Vous savez pas ce que vous allez trouver. On sait Moi, pas. je ne suis pas persuadé qu'avec ITER, avec le confinement magnétique, on réussira à faire de la fusion. Mais par contre, ce dont je suis persuadé, c'est que même si on y arrive avec autre chose et pas avec ça, néanmoins, il y aura beaucoup de retombées et beaucoup de découvertes à cause du processus de recherche. Dernière question, combien coûte ce projet? Qui le finance? Et pourquoi vous ne posez pas la question combien ça va rapporter? Ça devrait être la question la plus intéressante. Ah ben, ça viendra après. Mais justement, ça viendra après. Non, officiellement, ils étaient partis. 20 milliards, je crois. Ils étaient partis sur 10 milliards, je crois, au début. Et là, ils vont dépasser les 20 milliards. 20 milliards. Alors, moi, j'ai dit 20 milliards d'euros. Ça fait 4 Kerviel. C'est Kerviel a fait perdre 5 milliards À la Société d'euros Générale. à la Société Générale. Bon, elle est toujours là. Donc, non, c'est-à-dire que aujourd'hui, si vous comparez aux quantités d'argent qui sont imprimées, qui sont injectées tous les jours par la Réserve fédérale, par la Banque centrale européenne, pour sauver des banques qui sont des banques casinos, c'est vraiment pas très cher de ce point de vue-là. Donc, Qui le finance alors? Alors, c'est surtout... Les 35 pays? Donc, dans les 35 pays, je crois qu'il y a l'Union européenne qui assume 45%. 45%. C'est ça, et les autres, ils ont 9%. Chacun. Les autres donnent 9% du budget. Pour les autres, pour les 7 autres. Les 6 autres. Voilà. Les 6 autres. Ouais. Mais il y a beaucoup de... La plupart de le financement se fait surtout par des contributions en nature, en fait. Oui. Ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire... L'objet chinois dont on parlait tout à l'heure, par exemple. C'est-à-dire que la Chine, au lieu de donner de l'argent, la Chine produit la pièce. Oui, mais pour produire la pièce, elle a dû financer aussi. Oui. Ouais. Bien sûr. Bien sûr. Alors maintenant... Mais là, on a quand même fait sur fonds européens. La pièce chinoise, c'était financé sur fonds européens. donc... Mais la Chine le rendra. La Chine, c'est très bien négocié. Et c'est très bien Parfois aussi. mieux que nous. Mais alors faisons-le. Oui, alors, combien est-ce que ça va rapporter alors, du ça, coup? vous ne pouvez pas le chiffrer. Évidemment, ça se chiffre... on dit stupidement que chaque dollar investi dans le programme Apollo a rapporté 10 ou 14 dollars. C'est énorme. Oui, on retombe. Mais bon, c'est un peu arbitraire parce qu'en réalité, il y a eu des retombées dans des domaines, donc il y a des choses qui physiquement n'existaient pas, que ce soit pour les alliages pour les poils à frire, que ce soit l'informatique, que ce soit le médical. Donc ça ne se chiffre pas simplement en termes monétaires. Aujourd'hui, prenons un exemple de l'exploration spatiale. Bon, on est allé sur la Lune en utilisant des combustibles chimiques, en fait. Il faut quelques jours de voyage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent de Mars en ce moment. Bon, pas simplement d'envoyer des objets sur Mars, mais aussi d'envoyer dans X temps des êtres humains sur Mars. Si vous utilisez les moteurs actuels, les procédés actuels chimiques pour aller sur Mars, ça va être un voyage en apesanteur pour vos voyageurs pendant plusieurs mois. Autrement dit, vous ne savez même pas s'ils seront vivants à l'arrivée. Donc voilà, on ne peut pas. Disons, humainement, c'est invraisemblable d'imaginer d'aller sur Mars maintenant. Par contre, il y a des gens qui travaillent sur l'idée de moteurs à fusion. Et là, effectivement, la densité d'énergie supérieure permettrait non pas d'avoir un vol en apesanteur, donc à vitesse constante, mais d'avoir une accélération permanente. C'est-à-dire que une accélération
pour les passagers du vaisseau, ressemblerait à l'accélération que nous avons ici au sol. Donc, d'une part, effectivement, ils seraient dans des conditions plus propres de vie normale, donc ce serait mieux pour leur organisme, mais surtout le voyage serait beaucoup plus court. Dans un environnement où il y a énormément de radiation, c'est sûr que s'ils restaient trop longtemps dans l'espace interplanétaire, ce serait dangereux pour leur santé aussi, quoi. Donc avec la fusion thermonucléaire, on peut envisager un voyage spatial sur autre chose que sur la Lune. Et à partir du moment où vous allez dans l'espace, la notion de ressources physiques, elle n'a plus du tout la même signification. D'ailleurs, il y a des scientifiques en Chine qui travaillent, qui sont dans le programme pour la mission lunaire chinoise, notamment parce que sur la Lune, on trouve de l'hélium-3. Et l'hélium-3, si on peut le réunir, c'est un élément qui n'est pas disponible sur la Terre, qu'on a sur la Lune, et qui est un combustible idéal pour la fusion nucléaire. Donc ça fait que la Lune peut être une étape intermédiaire. Quand on va industrialiser la Lune, on pourra en fait se doter des moyens d'avoir des combustibles, notamment pour ce type de fusion. On parle de fusion de deuxième génération, qui est encore toute une autre promesse pour l'avenir, qui effectivement c'est un peu comme si on disait qu'est-ce que ça rapporte les avions, l'invention de l'avion. C'est pas le billet que les gens payent dans l'avion, mais c'est le travail que ça permettra de faire. Et la fusion, donc, c'est un peu du même ordre.